Nous recevons à présent Anaïs Patel de La République En Marche, c'est dans Politique. On va commencer. Bonsoir Anaïs Patel. Bonsoir, merci Jismi pour l'invitation. J'ai été très flattée par ton appel. Ah, c'est gentil. Ça me touche de l'entendre. Ma question est simple. Que devient Anaïs Patel depuis juin 2017 ? Eh bien, il y a eu... C'est pas que je m'inquiète spécialement seulement pour Anaïs Patel, mais ça fait plaisir de la voir et de lui demander comment elle va. C'est vrai que la suite des élections, c'est un peu comme un accouchement. Il nous faut un petit temps pour s'en remettre. C'est vrai que je pensais pas gagner, c'était certain, face à des mammouths de la politique, il était clair que j'allais pas gagner, mais c'est vrai que les coups ont été très durs, et quand on est une femme en politique, je pense qu'on les touche plus facilement, ça nous touche en fait plus facilement. Donc j'ai pris du temps, un petit peu pour ma famille, etc. Et pas longtemps après, en fait, j'ai dû me replonger dans la politique, puisqu'en fait, j'ai eu beaucoup de sollicitations, puisqu'en fait, mon score obtenu, à peu près 13%, obtenu en l'espace de 3 semaines sur une circonscription qui n'était pas la mienne, a fait naître beaucoup d'espoir. Donc, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais j'ai eu vraiment, en fait, des personnes qui m'ont sollicité pour me dire, mais viens, on a besoin de toi, il y a plein de choses à faire. Donc, voilà, tout naturellement, je suis revenue petit à petit. Ma question, c'est, on va le dire, la carrière en politique, ça a commencé par attaché parlementaire. Oui, tout à fait. D'accord. On apprend vraiment quand on est attaché parlementaire ? Oui, on apprend, on est sur le terrain, on reçoit la population, on est vraiment au cœur du travail parlementaire. Moi, j'ai attendu des fois jusqu'à 1h du matin sur des questions très importantes où j'avais travaillé, etc. Donc, il y a eu vraiment un apprentissage. Il y a eu aussi des choses qui peuvent nous avoir choqués. Et du coup, en fait, c'est vrai que là, je recommence pas en fait à zéro. Et c'est pour ça que là, sur l'article 73, j'ai travaillé 5 ans dessus. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait la réforme constitutionnelle, je ne pouvais pas laisser les choses en l'état. Et le temps que les élus actuels, en fait, c'est normal, ils sont jeunes élus, etc. Il faut se mettre dans le bain. Moi, j'y suis déjà. Donc, c'est vrai que j'ai préféré tout de suite prendre le wagon parce que je sais qu'une réforme constitutionnelle, c'est pas tous les 4 matins. On a vu, soit on prend le wagon maintenant, soit on attend dans 15 ans. Donc, on va y revenir. La question, c'est là-dessus, parce qu'on parlera également donc, de la politique gouvernement juste après. Ma question, c'est, Anaïs, le travail qui a été mené, cette campagne, il y a eu donc l'apprentissage en tant qu'attaché parlementaire. Comment s'est fait la campagne avec cette petite expérience ? Elle s'est faite très difficilement, puisqu'en fait, on a, entre le moment où j'ai eu l'investiture et le moment où la campagne, où il y a eu l'élection, j'ai eu 3 semaines. Donc 3 semaines de préparation, je le déconseille à tout le monde, pour ceux qui rêvent d'aller en politique. Si on vous dit, à partir de maintenant, vous avez 3 semaines pour vous faire élire, c'est même pas la peine d'essayer. Vous ferez un bon résultat peut-être, comme moi je l'ai fait, donc c'est sûr, mais clairement, vous ne ferez jamais élire. Et parce que les personnes qui sont face à vous, surtout à La Réunion, c'est des personnes qui sont dans le milieu politique depuis des années. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la partie procédure, c'est-à-dire qu'on vous donne un livret du candidat qui fait 200 pages et chaque fois que vous appelez la préfecture pour avoir un renseignement, on vous dit « mais vous n'avez pas lu votre livret du candidat ?» Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est très procédurier. Et si, par rapport à la commission des comptes des campagnes, il y a tout un procédé à respecter. Et c'est vrai que moi, dans mon cas, j'ai pas pris des professionnels de la politique pour m'entourer parce que je voulais des personnes sur le terrain. Donc j'ai eu mon mandataire financier était commerçant, mon directeur de campagne lui était commercial. Donc c'est vrai que on était purement de la société civile. Et ça, c'est vrai que ça a rendu encore les choses encore plus difficiles. Et ce qui est encore particulier, et je le sais parce que je l'ai vécu aussi de l'intérieur, cette élection législative, la position de La République En Marche à La Réunion a été quand même un peu ambiguë entre ceux qui voulaient être dans telle circonscription ou celles qui voulaient telle circonscription, d'autres qui voulaient ça, et se demandaient pourquoi c'est moi qui ai l'investiture de La République En Marche. Et je veux dire, là-dedans, quand je regarde le parcours d'Anaïs Patel, d'avoir fait son itinéraire sans se prendre la tête, ça demande quand même une force mentale.
Je l'avoue. Après, j'ai été bien entourée avec des personnes qui croyaient en moi et qui y croient toujours. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Après, moi, je ne suis pas de nature à rentrer dans les querelles. Par exemple, sur la 4e, si ça avait été une autre personne qui avait eu l'investiture, je m'en serais remise. Parce que pour moi, la politique, c'est pas alimentaire, en fait. Je le fais par passion. Et puisque j'ai vécu de la politique, c'est vrai que quelque part, quand on est attaché parlementaire, notre salaire, on a un salaire, en fait, qui vient de l'Assemblée nationale. Donc, moi, pendant 5 ans, oui, j'ai vécu, pas de la politique, mais d'un travail lié à la politique. Aujourd'hui, je suis retournée dans la société civile, donc je suis chef d'entreprise. Je connais les tracas du quotidien d'un jeune chef d'entreprise. Donc c'est vrai que pour moi, je ne vais pas me battre bec et ongle pour avoir ou une investiture ou même une fonction au sein du parti. Pour moi, ce qui compte, les gens, ils m'ont bien identifiée en tant que fondatrice du mouvement En Marche à La Réunion, puisque j'ai fondé le mouvement dès la création à Paris. Moi, j'ai tout de suite pris contact avec les équipes d'Emmanuel Macron pour fonder le parti à La Réunion. Donc, c'est vrai que les gens, ils me connaissent en tant que telle. Donc, aujourd'hui, pour moi, j'ai pas besoin de dire il faut que je sois dans telle ou telle fonction. Vraiment, c'est pas dans ma nature. Alors, on va crever crever l'abcès. C'est même pas crever l'abcès. On va quand même on va mettre au point tout de suite les choses. Oui. Aujourd'hui, Henri Chantef de Saint-Benoît est le référent local de La République En Marche. Quelles sont vos relations ? On a de très bonnes relations, on travaille en très bonne entente, donc vraiment j'ai pas de souci avec lui. On essaie de... Après, le travail est très laborieux ici à La Réunion parce qu'on sait qu'on est un jeune parti, on n'a pas de moyens encore, donc c'est vrai qu'il fait de son mieux avec les moyens qu'il a, donc ça, voilà, il fait de son mieux, moi je pense. Alors aujourd'hui, Anaïs Patel est inscrit dans le paysage politique local. Petit à petit. On va dire ça, si ça peut donner le change. Le cheval de Troie avait plus ou moins la même forme. La question, Anaïs, c'est quelle va être la stratégie du parti à La Réunion, d'une part, la stratégie d'Anaïs Patel, d'autre part, et j'y viendrai à un moment donné, et je serai direct tout à l'heure dans ma question, l'approche des échéances municipales, départementales, régionales. Après, il y aura de nouveau, bien sûr, la présidentielle et législative. Comment va se positionner Anaïs Patel par rapport à toutes ces échéances? Voilà. Donc, c'est vrai que comme je ne viens pas m'exprimer non plus, je ne suis pas référent, donc je ne pourrais pas vous dévoiler la stratégie de la REM Réunion là tout de suite, puisque moi-même je ne la connais pas, je vais être franche. Par contre, sur ma stratégie à moi, ce que je vais continuer à faire, c'est de me positionner sur les dossiers qui comptent. Après, quand il y a trop de personnes qui se sont positionnées sur un dossier, je pense notamment au CHU Sud, c'est vrai que là, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire, parce qu'on est tous d'accord. Donc, si les parlementaires se sont déjà saisis des dossiers, je préfère pas faire de doublons. Par contre, sur des dossiers où moi, je peux apporter quelque chose de plus, là, je continuerai vraiment à me positionner. Voilà, ça, c'est très important pour moi. Après, sur les échéances, je compte être présente sur une liste, donc une liste de la REM, que la REM aura validée, évidemment. Et pour les autres échéances, je pense qu'il y a les européennes. Là aussi, le combat pour être présent, pour qu'un ultramarin comme nous soit présent sur la liste de la REM, ça va être très très difficile, puisqu'en fait, vous savez maintenant avec le nouveau fonctionnement, il y aura à peu près une personne, voire deux pour les 5 outre-mer. Donc je candidaterai, je serai candidate à l'investiture, mais je ne me fais pas trop d'illusions parce que je sais que le combat sera rude. Alors justement, ça c'est au niveau parlementaire. Au niveau échéance locale, les municipales, ça dit quelque chose? Ça parle à Anaïs Patel? Oui, ça me parle parce qu'il y a un véritable espoir, notamment là où j'ai fait de très bons scores. Donc, les gens attendent. Après, je me laisse la réflexion parce que c'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui sont très bien implantées. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que les personnes qui sont déjà implantées, pour moi, ma vision, c'est plus de leur apporter des idées plutôt que de dire que je vais aller contre. Puisqu'aujourd'hui, on sait très bien, j'ai pas les moyens aujourd'hui de rivaliser. Vous serez au municipal? Oui, je serai au municipal, sûrement pas en tête de liste. Voilà, aujourd'hui, je le dis, tu as l'exclusivité parce que tout le monde m'y attend. Mais clairement, si on veut en fait compter, si les idées de la REM veulent compter, il faut vraiment en fait qu'on puisse travailler avec des personnes qui sont déjà présentes. Ça sera au tampon?
Ça, je laisse un petit peu. Je me laisse de la réflexion parce que c'est vrai que j'ai plusieurs possibilités. Voilà. Ou est-ce que c'est beaucoup plus... Ah, d'accord. Je vois. La question, c'est de savoir, d'anticiper ce qui arrivera en 2022. C'est ça? Tout à fait. Et travailler sur le terrain. Oui, tout à fait. Effectivement, d'accord. Et voilà. Vous savez qu'une élection, on la gagne jamais la première fois. Tout à fait. Ouais, voilà. Après, moi, je suis très à l'écoute de la population et j'attends aussi de voir ce que la population me dit. C'est-à-dire que j'ai vécu ça pour l'avoir vécu en tant que, comment dire, spectatrice, de voir en fait des personnes aller aux élections malgré ce que la population dit. C'est vrai que moi, j'écoute beaucoup ce que la population me dit. Si je sens que les gens me disent mais qu'est-ce que tu vas faire, on n'a pas besoin de toi là-dessus, etc. J'écouterai. Voilà, je pense que j'irai pas, voilà, vraiment là tout de suite comme ça en me disant non, j'ai décidé, il faut que je le sois. Non, j'écouterai la population. Il y a cette envie vraiment de dire qu'il faut une relève politique, il faut changer les cadres, il faut changer les lignes, il faut changer. Non pas, je vais attaquer personne, mais il y a des comportements qu'il faut changer. Il y a besoin d'une relève à La Réunion. Je pense que la population le dit, hein, on le sait. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entends. Et puis, la population l'a aussi prouvé, puisque c'est vrai que moi, j'ai été mise dans une circonscription qui n'était pas la mienne, où je n'habite pas. Et c'est vrai qu'en 3 semaines, le score que j'ai fait, c'était... il y a des personnes, puisqu'on était 11 candidats, qui étaient nés à Saint-Pierre, qui avaient grandi à Saint-Pierre. Et moi, je suis arrivée 2e sur cette ville-là, face au candidat David Lorion. Donc c'est vrai qu'on sait qu'il y a une véritable attente et Emmanuel Macron a donné cet espoir aussi à la population d'avoir des personnes qui sont jeunes, motivées et qui courent pas après les mandats. Moi surtout, si on me fait confiance un jour pour un mandat, je sais pas si ça arrivera, mais si ça arriverait, dans ce cas-là, jamais je courrais après les mandats. Là, il y a une question quand même qui se pose, c'est que à La Réunion, le parti La République En Marche a du mal à se structurer, a du mal à trouver des leaders, et il y a beaucoup de femmes dans ce parti. On est quelques-unes, oui. Et c'est un euphémisme. Et je disais que c'est pas la raison pour laquelle il n'y a pas d'entente, hein, c'est pas ce que je veux dire. Ah bon? Non, c'est pas ce que je veux dire. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que comment vous allez devoir... Parce que la femme apporte quand même sa touche à la politique. Comment faire en sorte que Karine Garcia, il y avait également Brigitte Waro, il y avait donc il y a Anaïs Patel, il y a quand même quelques femmes qui sont là, qui ont apporté une autre touche à la politique. Comment faire demain pour que ça continue, pour que la femme continue à peser sur la politique? Il faut mettre comme on dit en politique, ça c'est pour les hommes. Ça pour les hommes et les femmes, c'est vrai. En politique, il faut savoir avaler les couleuvres. Ça, c'est vrai pour les hommes et les femmes. On sait par rapport à l'histoire de la politique. Donc c'est vrai que pour les personnes qui ont été blessées ou qui auraient voulu avoir une investiture ou pas, etc. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut savoir passer outre. Une fois l'élection passée, il faut passer outre et travailler pour les idées parce que les 2 femmes que vous venez de citer, finalement, on a les mêmes idées. Donc, on porte les mêmes projets, les mêmes idées. Et pour avoir fait travailler beaucoup avec Karine Garcia, donc on a vraiment toujours porté les mêmes idées. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, il faut travailler ensemble et c'est comme ça que l'AREM pourra réussir. Et ça, c'est pas évident de travailler ensemble. Bah écoutez, on y travaille à travailler ensemble, mais aussi, voilà, il faut garder en tête qu'on est vraiment un jeune parti. Donc, voilà, on se structure en fait. Et ce temps de structuration, je pense qu'il a pris une nouvelle étape avec la nomination de Henri Chantef, qui aujourd'hui a stabilisé les choses et essaie de rassembler un maximum. Donc, on voit qu'il le fait tant bien que mal, mais aujourd'hui, il y a quand même une évolution où on sent qu'il y a moins de, voilà, il y a moins de fractures, etc. Quand il y a des réunions et qu'il organise des réunions, on est toutes présentes. Donc ça, aujourd'hui, pour moi, c'est important. Il faut rassembler. Alors, réunion, comment tous les personnes qui représentent la République En Marche à La Réunion expliquent la politique du gouvernement? On a vu sur la PL, ça a été vent debout contre la décision du gouvernement. On l'a vu sur la CSG concernant les retraites. On le voit, par contre là, c'est beaucoup plus divisé sur la réforme constitutionnelle. Chacun essaye de dire quelque chose, mais surtout ce qui apparemment, je pense, fait peur aux politiques, c'est que un tiers de l'Assemblée nationale
et un tiers du Sénat vont disparaître. Donc on va diminuer le nombre de députés, on va diminuer le nombre de sénateurs. C'est vrai que là aussi on sent un affolement. Mais comment, je reviens à la première partie de ma question, comment défendre les décisions impopulaires du gouvernement comme l'APL? Effectivement, il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire que pour l'APL notamment, soit on le justifie, comme Emmanuel Macron le justifie aujourd'hui, c'est-à-dire en fait que les bailleurs sociaux vont devoir baisser les loyers, puisqu'il a demandé en fait aux bailleurs sociaux de baisser les loyers à hauteur de 5 € en fait la baisse des APL. Donc c'est en fait aujourd'hui, on s'est pas dit qu'on va tirer sur les personnes à revenus modestes, parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, donc je suis issue d'une famille monoparentale, donc c'est vrai que j'ai vécu avec les APL, donc je sais à quel point c'est important sur un loyer. Surtout pour les familles nombreuses, etc. C'est très important. Donc le but du gouvernement, ce n'était pas de se dire on va tirer sur les familles modestes. Enfin, ça serait complètement ridicule. Surtout le nombre de familles modestes qui perçoivent l'APL. Donc vraiment, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était en fait de prendre l'argent où il est. Et aujourd'hui, c'est vrai que les bailleurs sociaux, eux, ils ont un régime assez favorable, c'est-à-dire que, par exemple, ils ne paient pas l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est un exemple. Mais ils ont apparemment donc 15% de bénéfices par an au niveau national. J'ai pas les chiffres de la Réunion, je vous parle au niveau national. Donc le but, c'était vraiment de prendre l'argent là où il est. Et cet argent-là, donc en faisant baisser les loyers, c'est finalement répercuté sur les bailleurs sociaux. Donc ça, je pense que les Réunionnais, ils peuvent le comprendre. Ça, c'est une première partie. Maintenant, on peut aussi se battre en disant, écoutez, nous, peu importe, si, moi j'ai pas les chiffres des bailleurs sociaux, mais si les bailleurs sociaux ils montrent leurs chiffres et disent, écoutez, nous aujourd'hui c'est pas 15% de bénéfices qu'on dégage, on n'a pas les moyens. Dans ce cas-là, je pense que c'est aux parlementaires de porter l'idée d'une dérogation pour la Réunion et de demander en fait à ce que les Réunionnais ne soient pas concernés par cette baisse des APL. Donc il y a toujours une possibilité de demander une dérogation par rapport à notre situation de 24% de chômage, dont 50% chez les jeunes, 40% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a toujours une possibilité de demander des dérogations. Moi, qui ne suis personne, puisque je n'ai aucun mandat, j'ai écrit à Emmanuel Macron concernant la réforme constitutionnelle. Eh bien, pour vous dire, en 15 jours, j'avais une réponse. Donc aujourd'hui, il y a totalement des possibilités d'obtenir des dérogations. Sans toucher à l'article, sans toucher à l'alinéa 5 de l'article 73, oui. Mais en passant par l'article 72, 74. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire qu'on sait que si on veut faire évoluer les exécutifs dans les départements d'outre-mer, on peut aller vers l'un ou vers l'autre. En tout cas, c'était quelque chose dont Paul Vergès en a parlé à un moment donné. Il a dit, dans une discussion avec lui, il m'a dit qu'il aurait pu passer par l'article 72. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cette opportunité peut être utilisée ? Bien, écoutez, aujourd'hui, on n'a plus besoin de chercher des opportunités. C'était vrai il y a 5 ans parce que, justement, sous la présidence de François Hollande, c'était très compliqué d'obtenir des dérogations pour la Réunion, notamment sur l'alinéa 5, puisque là aussi... Rester dans le droit commun. Voilà, enfin le droit commun, non, c'est nous qui ne sommes pas dans le droit commun. La Constitution... Aujourd'hui, alinéa 5, ça concerne que la Réunion. C'est comme si vous avez 5 enfants, vous les inscrivez au football. Le 3e, vous décidez qu'il ne doit pas faire de foot parce qu'il va se casser la jambe. C'est exactement ce qui se passe pour la Réunion. C'est dans la Constitution, donc ça reste dans le droit commun. Oui, non, le droit commun, c'est l'adaptation. Nous, en fait, c'est une dérogation au droit commun. Vous voyez ? Parce qu'en fait, alors il faut que les gens comprennent, parce que moi, même mes proches, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire d'alinéa 5 ? Il faut comprendre. Aujourd'hui, tous les Outre-mer ont un pouvoir d'adaptation. En 2003, quand ça a été voté, qu'on a décidé, il faut les Outre-mer sont spécifiques, ils ont leur réalité, on va leur permettre d'avoir un pouvoir d'adaptation des lois. Évidemment, c'est le pouvoir d'adaptation, pas sur la monnaie, la sécurité, vraiment sur des choses. Un exemple concret, aujourd'hui, la Réunion, pour les logements, la construction des logements, elle est soumise aux normes sur le climat tempéré. Or, nous avons un climat tropical. Il y a 2 jours, j'ai reçu une sollicitation des architectes de la Réunion qui m'ont demandé en fait de les recevoir suite à mon positionnement parce qu'ils voient des aberrations. Donc aujourd'hui, c'est ça que je défends et que la majorité des politiques et de la population défend, c'est qu'aujourd'hui, on doit rentrer dans le droit commun et qu'on doit nous donner la possibilité aujourd'hui d'adapter les normes pour justement un vrai projet pour la Réunion. Dérogation ou adaptation ? Une adaptation.
Ce qui est différent. Voilà, tout à fait. Donc une adaptation. Et sachez qu'aujourd'hui, le projet de loi constitutionnelle qui est paru il y a quelques semaines permet aujourd'hui à La Réunion d'adapter les lois. Donc c'est l'article 17 qui permet en fait à La Réunion d'adapter les lois, sauf que c'est uniquement dans le domaine des compétences des collectivités. C'est-à-dire qu'on est placé en 2003 et non pas en 2018, puisque les outre-mer, les 4 autres outre-mer, eux, à partir dès le vote de la loi constitutionnelle, ils pourront adapter les normes, mais dans tous les domaines de compétences. Donc moi, mon travail aujourd'hui, ça va être de me demander qu'on ne soit pas placé en 2003 avec un pouvoir d'adaptation en 2003, mais vraiment en 2018 avec un pouvoir d'adaptation dans tous les domaines. C'est très important. Alors voilà ce que je vous propose, Anaïs Patel. J'espère recevoir sur ce plateau avec vous, échanger là-dessus avec Jean-Paul Virapoulet, voir un petit peu, et avec d'autres d'ailleurs, voir comment cette réforme constitutionnelle peut apporter à La Réunion, sachant que Jean-Paul Virapoulet avait dit que le projet de loi d'Emmanuel Macron le confortait dans son alinéa 5 de l'article 73. Ce qui est très, très étonnant, mais bon. Voilà. Et pour reprendre le professeur Melin Soukramanian aujourd'hui, il a justement fait une conférence où il disait que les Réunionnais ne doivent plus être considérés comme des majeurs incapables. Aujourd'hui, on est majeur, mais pas incapable, comme les autres outre-mer. Voilà. Merci Anaïs Patel. On a débordé un petit peu sur le temps qui nous était imparti. On va se revoir et on se reverra là-dessus. Je vais voir si Jean-Paul Virapoulet et puis une ou deux autres personnes acceptent un débat sur notre Constitution et un petit peu cette loi d'adaptation dont on a besoin aujourd'hui. En tout cas, tout le monde l'appelle de leur vœu. Donc, on aura l'occasion de se revoir là-dessus. En tout cas, merci pour cet échange. C'était un plaisir de se revoir et on se dit à bientôt. Restez là avec le temps que je lance le sujet. C'est il y a quelques jours, la région Réunion avait fait le point sur les grands chantiers. Il a été surtout question donc de la nouvelle route du littoral. Jacques Marin a interviewé Didier Robert, président du conseil régional. Nous venons de passer trois mois assez difficiles, donc avec une période cyclonique particulièrement compliquée, complexe, et donc avec des conséquences très lourdes sur l'ensemble du réseau routier, et en particulier sur la RN5 et sur donc la route du littoral actuelle. Donc nous avons été amenés donc à prendre un certain nombre de décisions. Sur Sillaos, aujourd'hui, nous sommes sur les travaux d'urgence, plus de 17 millions d'euros qui vont être mobilisés, et j'espère très rapidement que nous pourrons aller donc jusqu'au bout de ce chantier, puisque d'ici la fin de cette année, toujours sur Sillaos, nous avons prévu de mobiliser entre 80 et 100 millions d'euros pour pouvoir réaliser des ouvrages définitifs, donc au moins sur la première partie qui est la plus dangereuse aujourd'hui, entre les Alouès, le secteur dit les Alouès, et donc le Petit Serré, notamment aux endroits de l'île de Surcy. Ça, c'est ce qui concerne la RN5 et donc l'engagement qui est celui de la collectivité régionale pour faire en sorte qu'il y ait cette connexion la plus sécurisée possible, la plus agréable possible pour l'ensemble des usagers qui veulent rejoindre Sillaos, ceux qui veulent descendre sur le littoral. S'agissant de la route du littoral actuelle, les 3 mois viennent de se passer, donc nous ont permis de malheureusement faire la démonstration qu'il y a de plus en plus de fermetures, il y a de plus en plus de journées de basculement, et rien qu'encore une fois sur ces 3 premiers mois, donc il y a quasiment un mois complet, donc qui aura été celui donc de basculement et de fermeture avec toutes les conséquences dommageables donc pour l'ensemble des usagers qui utilisent cette route, les embouteillages évidemment, mais aussi des conséquences sur le plan économique. Et donc quand il y a tous ces éléments-là mis bout à bout, notamment sur la NRL, il y a l'obligation et la responsabilité, en ce qui nous concerne, maître d'ouvrage, donc d'être en accéléré et de mener ce chantier de la nouvelle route du littoral dans les meilleures conditions possibles. Et pour pouvoir le faire, pour pouvoir tenir le calendrier aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution sérieuse que de nous en tenir au projet qui a été initié dès 2012 et qui a fait l'objet effectivement de marché, qui a fait l'objet de marché, qui a fait l'objet donc d'attribution de marché. Donc il y a des entreprises aujourd'hui qui travaillent donc sur ces différentes séquences avec donc les Réunionnais le savent effectivement une partie en viaduc, peut-être la plus visible aujourd'hui, et une partie en digue, donc notamment sur celle qui sera la plus importante, la digue qui sera la plus importante entre la Grande Chaloupe et la Possession. À ce stade, ce que je veux dire aussi, c'est que nous savons et nous maîtrisons donc 80% du programme. La digue pour laquelle donc l'ordre de service vient d'être lancé donc représente l'équivalent entre la Grande Chaloupe et la Possession, l'équivalent de 20% du programme. Pourquoi est-ce que je peux dire cela? C'est parce que la digue côté entrée Saint-Denis aujourd'hui est très avancée. La digue côté Possession l'est tout autant.
Au niveau de la Grande Chaloupe, à la fois le viaduc et les digues correspondantes ont été en grande partie réalisés également. On voit bien la vitesse avec laquelle le viaduc progresse. Et donc il nous reste la petite partie finalement, encore une fois, Grande Chaloupe possession qu'il va falloir mettre dans les conditions les meilleures. Et quand je parle de conditions les meilleures, c'est à la fois en termes de calendrier et en termes évidemment budgétaires aussi et économiques. Donc je veux dire clairement aujourd'hui que l'option qui aurait pu ou qui pourrait encore être envisagée par certains acteurs de considérer que nous pourrions réaliser cette route tout en viaduc, c'est une option qui n'est pas celle de la région Réunion. Donc il n'y a pas d'option possible dans ce cadre-là, encore une fois parce que ce serait perdre 2 à 3 années supplémentaires. Ça nous amènerait à avoir et à supporter un coût qui est posé aujourd'hui entre 150 et 200 millions d'euros supplémentaires par rapport à tout ce que nous connaissons, avec le risque en plus de voir soit l'Europe, soit l'État, soit les deux. Donc demain, nous demander des comptes et nous dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté le projet initial. L'enveloppe complète est de 300 millions d'euros pour pouvoir réaliser donc une route sécurisée depuis la rivière Saint-Louis jusqu'à Sillaos. Là, ce que j'évoque ce matin, enfin, c'est la portion la plus sensible aujourd'hui, la plus dangereuse, donc qui nous amènerait donc à mobiliser entre 80 et 100 millions d'euros. Donc il nous faudra mobiliser des moyens supplémentaires et dont nous irons naturellement. Donc nous tournons vers l'État d'une part, vers l'Europe d'autre part, pour pouvoir effectivement assurer le programme d'ensemble. Soyons clairs, il ne peut pas y avoir de demi-NRL. Il ne peut pas y avoir donc de demi-chantier. Donc il y aura un chantier définitif qui sera posé à un moment. La question se pose à partir du fait que s'il y a un décalage effectivement dans les livraisons viaduc d'une part et de la digue d'autre part, la question se pose aujourd'hui de savoir si l'on peut ou pas donc utiliser cette voie qui aura été réalisée. Pour des raisons de sécurité évidentes, il est peut-être préférable effectivement que nous puissions, dès que cela sera possible, donc utiliser la partie viaduc et digue donc qui aura déjà été faite pour faire en sorte que justement les automobilistes ne se retrouvent pas sur la route actuelle et regardent de la route actuelle une route qui aura été complètement, pour partie en tout cas, grande partie, terminée. Donc c'est cette réflexion-là que nous nous posons aujourd'hui. En aucun cas, et j'insiste, en aucun cas sur le fait de devoir terminer ce chantier avec une demi-route. Nous sommes dans une logique aujourd'hui qui doit nous amener normalement à horizon 2020-2021 à faire en sorte que ce chantier soit terminé. C'est ça l'objectif que nous nous sommes fixés depuis le départ. Et donc nous mettons tous les moyens nécessaires et tous les moyens en œuvre pour pouvoir y parvenir. Parce qu'on comprend bien, et je vois bien effectivement les embouteillages qui sont des embouteillages quasiment sans fin aujourd'hui, à la moindre intempérie, à la moindre difficulté. Donc il faut que nous puissions effectivement arriver à boucler ce programme dans les meilleures conditions possibles. Collecter des fonds pour venir en aide aux enfants malades et à leurs parents, l'association Urgence Solidarité Réunion en a fait son cheval de bataille, c'est dans Gadiam réunionnais. On s'est lancé un défi, on s'est dit pendant combien de temps on pourrait garder Jayan sur ce plateau avant qu'il fout le bordel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, Céline Bagala, bonsoir. Bonsoir. Georgia Echil, bonsoir. Bonsoir. Alors, Johanna Echil, on met à Jagan ou pas? Non, c'est Chili. Pardon? Joanne. Non, où? Joanne Echil. Joanna- À Jagan. C'est Echil à Jagan, c'est bon, c'est sûr. Oui, Echil à Jagan. Et on a également Johanna à Jagan, c'est ça? Oui, Johanna Jagan. Johanna. Et le jeune Jayan. Alors, comment il va? Comment va le bébé? Il va bien. Jayan va bien. Quelle opération il a eu? Le cœur. C'était une opération au cœur? Oui. D'accord, il a été opéré quand? Il est opéré le 22 avril et 22 mars. D'accord, et comment ça s'est passé? L'opération a été bien passée. Il était opéré à Paris, Jacques Cartier. Où ça? À Jacques Cartier, Je connais pas. en Massy. C'est en fin de compte, c'est un hôpital privé. D'accord. Et tout s'est passé comme Non. il le fallait? Non, C'est-à-dire? en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, quand on a un enfant malade, il faut l'aider par en lien avec tout ça. Et après, propriété, il faut les héberger. Alors, est-ce que l'appel à l'aide a été entendu? Oui, Ça a été entendu? Vous avez eu les moyens? oui, par l'association, en fin de compte. Mais sinon, ça a des à côté, un peu en tiraillement, rapport à la métamère, d'ici l'hôtel, le papa était d'ici l'hôpital,
Et après, comme dit le papa, quand Jayan, tu dois aller en salle d'opération, le papa, tu dois être hébergé dans le foyer de l'hôpital juste à côté. Mais l'assistance sociale, là, elle a dit non, il ne doit pas mettre le papa sur l'hôpital parce que lui, c'est la sécurité sociale, elle avait prendre son sage sur l'hôpital pour aller dans le foyer. En fin de compte, la mettre à nous délier avec si l'hôtel quartier juif, ville juive, elle avait une bonne distance en fin de compte. Et c'était difficile de se trouver un hébergement à côté? Près de l'hôpital, là, il n'y avait pas un hébergement. Non. Ici, la sécurité sociale avait dit à nous, ça près de l'hôpital, mais quand on arrive là-bas, en fin de compte, t'es pas ça du tout. D'accord. Oui. Et comment l'enfant a vécu cette opération? L'opération était bien passée par les docteurs, tout ça, était bien opéré. Les difficultés, il faut tous les jours, nous l'étions avec, il faut prendre le transport, le bus. Il y a un bus, nous te prend. Pour aller sur l'hôpital, tu prends nous 2h30. D'accord. Et combien, globalement, coûte ce genre? 15 € un cas. Non, total, globalement. Le déplacement de Jayan, le déplacement des deux parents, l'hébergement, tous les frais, ça a coûté combien, à peu près, globalement? Maximum 4 000, 5 000 €. Globalement, le billet, tout dedans. Plus encore. Hein. Dans combien de temps vous êtes resté en métropole? Et 1 mois. D'accord. 1 mois, 2 jours. D'accord. Alors, puisque nous est là, la question c'est demain, c'est on a d'autres maman il est malade, d'autres parents elle a besoin de renseignements dont tu peux apporter? Mathéo. C'est qui Mathéo? Mathéo, c'est un petit marmaille de 4 ans. Alors il est né avec une fente labio-palatine bilatérale due à une maladie génétique appelée syndrome Charge. Le cœur, les yeux et les oreilles. Mathéo est sourd et porte une prothèse. Et bien sûr, sur toute la sphère buccale sont touchés depuis sa naissance. Il subit 4 interventions, dont une du cœur et une ayant permis de reconstruire ses lèvres, ainsi que la mise en place d'une gastrotomie, car il ne peut pas s'alimenter. Toutefois, son palais, ces 2 opérations et à la Réunion a été un échec. La dernière solution, c'est que l'on va se faire opérer à l'hôpital Necker à Paris par le professeur Picard, chirurgien expérimenté dans la reconstruction maxillofaciale. Alors, la question donc aujourd'hui, la démarche aujourd'hui, c'est pour Mathéo? Mathéo, ça refait tout son visage. D'accord. Est-ce que elle a une date d'opération? Non, elle avait rendez-vous ce matin, 9h40, chez le docteur Picard. Et après, il va décider quand ça y opère, quand ça y fait la première opération, quand ça y fait le deuxième, et combien de temps il va rester. D'accord. Donc là, Dot Immobilier Zot pour pouvoir aider la famille de Mathéo? Voilà, on a déjà commencé. Hébergement, billet d'avion, hébergement, ou bien non, hébergement? Non, les billets d'avion, on les payait. Mais c'est le dormi et un monnaie de poche pour eux là-bas. Parce que quand on est dans l'hôtel, ils sont obligés d'acheter de manger. Oui, il faut acheter manger. Donc, Joanne, il peut pas. Il faut acheter manger. Ouais. Et linge à laver, il faut dans l'argent dessus pour faire lavage de linge, pour faire sec linge, tout ça. Il faut beaucoup de choses en fin de compte. Et comment tu fais? Comment tu aides? Là, quoi tu dois mettre en place? Là, on est en train de mettre une journée solidarité. Quand ça? Un deuxième. Il faut nous finir la boisson, nous avons fait les gâteaux, nous avons fait les bonbons, nous avons préparé tout. Et après, vers fin de mai, début juin, nous lance. D'accord. Est-ce que tu connais combien tu as besoin aujourd'hui pour pouvoir aider Mathéo? 2 000 €. Ça donne 2 000 €? Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, tu mets en place, tu te prépares à l'action et après tu te récolter 2 000 € pour les envoyer là-bas. Ouais. En fait, nous faisons des boîtes fermées. Nous vendons toutes les affaires, nous mettons dedans. Et le soir, quand la fête a fini, nous faisons un break.
tout ça n'a pas été mangé la journée, tout ça n'a pas été vendu la journée. Nous mangeons, tout le monde y mange. Après, chacun il s'en va. Il nous donne toutes les boîtes, nous la récoltées. À Mathéo. À Mathéo. Il fait comme l'a fait avec Jayan. Voilà. Oui. Comment... Nous n'ouvrons pas les boîtes. L'association n'ouvre pas les boîtes. C'est les parents qui ouvrent les boîtes. Après, il n'est pas obligé de nous combien les gagner non plus. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, une première action et donc aujourd'hui un budget à trouver. Oui. D'accord. On va juste dire que si jamais j'ai rien de sortir du... Ne vous inquiétez pas, allez-y. Donc la question aujourd'hui, c'est de mobiliser encore une fois Pour Mathéo. pour Mathéo. Oui. Aujourd'hui, c'est... Parce que je connais Mathéo là-bas, la besoin, en fin de compte. Quoi quand On a besoin des aides au niveau de pour manger, pour laver. Et après, sous la besoin sortir, bon, très comme ça, il faut toujours pour là. le bus pour aller Parce à que pour le l'hôpital, bus, non? pour le bus normalement, le ticket métro, Mathieu paye compter 15 € à 30 €. le ticket Oui. 15 € pour le métro et 14 € pour le bus. Parce qu'en même temps, il fait venir aller sur Paris, il était beaucoup loin. Il faut changer tout le temps ticket. Et quoi tu penses qu'il faut faire ici pour bien être banal, hormis l'argent bien sûr. Comment ici ou bien là-bas, il peut être banal comme où il a eu besoin, il peut être à où, il peut accompagner à où. Ben, moi, je me dis qu'on est comme ça, là, comme on a des mamans malades, là, comme que les autres conseils généraux, les autres connaissent nos parents, tant que nous savons voyager avec notre maman, ben, mettre au niveau de bonne petite carte pour le bus, tout ça, prendre responsabilité à Il y a ça, en plus fin de de compte, centres pour d'hébergement. déplacer. Où ça mettre à côté de l'hôpital À hein? côté. Oui, près de l'hôpital Près aussi, au des moins centres les parents. d'hébergement. Mais ça, aujourd'hui, même quand vous allez là-bas, la point personne pour accompagner les autres, personne pour Non. Et heureusement, maman la tombe de personnes de rayonnaises, parce que si ma tombe pas de rayonnaises quand le matin, et l'ambulance sanitaire, pas mal, se dépose à l'hôtel directement, et l'enfant avec le papa de l'hôpital, ben maman n'était pas en sorte à moi, parce que quand on l'amène à moi, si l'endroit où ça l'était le soir avec une femme rayonnaise, c'est avec moi, elle y habite là-bas, elle y connaît, prend le bus, tout ça, de moi tout seul, mais tu peux pas. Parce qu'ils mettent à où là, ils disent, oh, bon, voilà, ils laissent à où là. Et les autres, ça va au niveau de l'assistance sociale. À où on ne connaît pas ni le bus, ni le car, ni le chemin. C'est ça, les Surtout ses compliqué. premières fois, elle n'a jamais allé, il ne connaît pas. Oui. Et après, une femme, elle était perdue par rapport avec une déviation. Le bus a fait une déviation, la mettre à un autre métro et m'a appelé en fin de compte. Parce que je me retrouve à mettre tout seul pour retrouver le EAOREAB où ça, il faut aller, tout ça là pour ma vérification. Mais ça, c'est le blocage qui la bloque à moi. Ma vie ici, mais avec le stress là, comment ma perte à moi était difficile pour me retrouver. D'accord. Mais au bout Ou bien ça, la midi, quand on a des parents, les enfants laissent l'hôpital aussi, soit ils mettent comme des taxis, prendre ça en taxi, pour les parents arrivent sur l'hôpital, qu'on ne connaît pas la route. Et aujourd'hui, ce que vous demandez aussi, c'est pas seulement de l'argent, mais qui peut accompagner en métropole? Qui connaît les circuits? Qui connaît ce qu'il faut faire? Oui. Tant qu'on ne l'a pas vivre dedans, on ne connaît pas. Non. Enfin, nous n'avons ici. Mais m'avait Zessie avec On va Lise, juste préciser qui est Jessie. c'est une femme rayonnaise. Ah, qui est en Elle était métropole? là-bas, oui, j'étais D'accord. là-bas. Et après, c'est Lise, en fin de compte, la monte à moi, deux brigaments pendant 2 jours pour retrouver la route. Mais après, elle n'a pas seule, mais après, elle fait ça. Mais quand on a fait l'habitude de prendre cette. Parce que maman prend le 162 pour arriver à horaire, et à horaire, tu prend le 119, et quand tu fini, ben, on avait l'habitude que ça. Et après, comme on arrive pour prendre le 119, on avait une déviation, mais là, maintenant, je ne sais pas où. C'est comme on arrive devant le métro, on m'a arrêté. C'est comme ça. Vous pouvez parler Nadine. Oui, et bien après Nadine aussi a beaucoup aidé à moi pour en sortir, pour... Le jour de l'opération, dans quel état vous était Ah, ben, m'a appelé. Comment ça va votre maman, l'hôpital? Combien de temps a duré l'opération? Ben, l'opération, on a déjà pendant 2 heures. Après l'opération, elle était lourde en fin de compte. C'était la dernière opération, mais elle était beaucoup lourde. Et Oui. Et aujourd'hui, comment Jayani Portali là? après, Jayan Porte est bien en bonne santé, il jouait tout, mais toujours le suivi comme docteur Jacques Azama. Là, la donne un certificat pour aller à l'école. Mais les hommes, si l'enfant est plein, mais ne me laisse pas l'école et après, on va retourner au mois d'août en fin de compte. On va faire des essais.
Combien de temps vous vit cette épreuve-là? Mais il fait 2 à 3 ans. Diane. Depuis qu'il était dans mon ventre, Oui, même jusqu'à avant. l'année, parce qu'elle tout le temps elle était avec moi, elle a vu la souffrance, tout ça. La naissance de Diane et tout le monde a assisté. Donc, Et 3 ans, quand vous vivez ça pendant 3 ans, Oui. comment vous avez vécu ça? Mais, Difficilement, il est difficile. Et aujourd'hui, donc, il faut opérer à chaque fois. Oui, tout à fait opéré. Et après, comme docteur Zao, donc il est bien devant nous, il jouait tout ça là, même dernier montant en France, ça donne nous. Tous les jours, tu as photo de Jayan, comme ça, nous avons le souvenir, si un jour Jayan soit là, mais nous avons le souvenir, tout ça. aujourd'hui, l'opération, a marché ou pas? Oui, il a bien marché parce que de maman comme ça, ça tenait un temps à vivre en 20 ans. Parce que la autre de nous, elle a né 15 ans. C'est-à-dire, nous, si Jayan a grandi 15 ans, là va mettre la balle, il va plus aller plus grand, mais tout ça, il ne connaît pas. C'est comme ça. Donc, pour vous, aujourd'hui, Il y a toujours le stress. il y a toujours le stress que Diane, demain, il peut mourir. Oui, c'est comme ça, enfin. Elle était avec D'accord. nous. Et Même si l'opération a bien marché. Oui, parce que c'est des mamans qui ont 2 temps à vivre. Et je dis autant que devant, on fait photo, être tous les jours avec lui. d'accord. Donc, c'est au niveau. Donc, là, il a été opéré du cœur. Oui, le cœur et de la terre, les poumons, tout ça. Alors, toute la. Là, c'est pareil, un pied d'arbre. Mais la racine en bas, la ramène toute la racine ensemble pour avoir le cœur normal comme nous. Donc, c'est une transplantation? Oui. D'accord. Et où vit cette épreuve-là aujourd'hui? Et c'est pour ça que vous dites qu'il faut aider les autres aussi? Oui. Ah oui, il faut aider les autres. Parce que là, même maman, elle est bien, même les malades, il faut nous les là, nous les à côté, il faut aider. Oui. Donc là, maintenant, il s'agit d'aider Mathéo. Oui. C'est quelqu'un de notre famille ou bien c'est quelqu'un que vous avez connu? C'est un petit maman Que vous avez connu? que nous, en fin de compte, moi, je connais le grand-père et la grand-mère. D'accord. C'est des gens de tampon, super gentils. Donc, la fin de commencement, une opération, moi, a déjà été faite ou pas? Mathéo? Ouais. Ah non, non, non. Rien n'a pas encore fait. Non, non. Quel âge il y en a? 4 ans. 4 ans? L'avait la réunion ce matin. Mathéo a été opéré déjà à la Réunion. Oui, déjà du cœur. Déjà le cœur à la Réunion. Mais là, c'est la première fois Non, mais pour le moi, il cœur l'a envoyé à refait la en métropole. France. C'est la lèvre, là, le bec de lièvre. Ouais, d'accord. Là, Ça a été fait à La ça a été Réunion. fait 2 fois à la Réunion, c'était des chèques. D'accord. Donc là, Zoti doit donc collecter l'argent, Oui. fait l'action, ramasse l'argent pour donner aux parents pour pouvoir partir. Voilà. Non, on a fini à les autres. Papa, ça c'est C'est pour pour ça de continuer après. reste là-bas. Ouais. Et Au cas s'il fait plus. Parce que faut docteur rester plus Isiao, longtemps? c'est entre 1 mois et 3 mois. Il ne peut D'accord. pas dire aussi 1 mois, il ne peut pas dire aussi 2 mois, 3 mois. Mais le cas de Mathéo, c'est un cas très, très, très lourd, il a dit. Parce qu'il faut refaire les oreilles, il faut refaire la langue. Parce que là, il ne mange pas un tuyau. Il faut refaire la lèvre, il faut refaire toute la face. Ah, donc il faut casser, rajouter, arranger, rafistoler. Et puisque vous avez la télé, puisque Zoti est venu pour lancer un appel pour Mathéo, quoi Zoti demande aux réunionnais là? Quoi Zoti dit à ceux qui regardent Si ça? chaque réunionnais, bon, trop demandé, hein, il donnerait Mathéo 50 centimes. Parce que quand il est là-bas, quand il a fini d'opérer, il est bien. Il s'apparaît tout le temps dans l'hôpital, tout le temps dans l'hôtel. Parce que quand il finit bien, ben, il dit allez, allez dans l'hôtel. Oui. Dans l'hôtel, il faut y manger. Dans l'hôtel, ben, il faut qu'ils sortent. Il faut payer pour la linge. Il faut acheter 1 litre de l'eau. Il faut payer les toilettes. Rien n'est gratuit là-bas. Tout ça fait, il faut y payer. Tout. Ou là, 20 pantalons, 7 €. Ou là, 10 linges, 7,50 €. Et sous la pointe, ben, ou sans chauffer. Voilà. Et c'est pour ça, moi, je fais appel à tout le monde. Allons pas regarder Pierre, Paul, Jacques, Philippe, André, si nous connaissons Ali, si nous ne connaissons pas lui. Ça, c'est un enfant de Dieu, que le bon Dieu l'a mis sur notre chemin. Oui. L'a dit à nous, aide-les. Regarde pas derrière. Avance avec le marmaille. Donne-lui une vie.
Parce que quand le petit maman, Luna a été opérée, Luna elle est morte. Ben, crois-moi, nous l'a fait pitié, nous. Hein. Parce que nous l'a pas dit à Noël d'aller. Mais cette fois-ci, nous l'a dit allons aider. Même si l'autre, il fait la solidarité, nous devons faire aussi, nous devons aider. Ça, moi, je penserai comme ça et il ne changera pas. Parce qu'après, quand il mort, pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on ne l'a pas fait? Il faut faire. Alors donc pour Mathéo, donc c'est encore une action qui se prépare, une manifestation qui va se préparer, donc avec vente de gâteaux, vente de produits locaux. Oui. Alors on en a un monsieur, il fait des petites maisons en carton. À chaque fois qu'on nous fait une affaire, il emmène 10 petites maisons pour nous vendre 3 euros, 5 euros. D'accord. Donc, si on a des objets que l'association donc Urgence Solidarité Réunion, donc pour pouvoir collecter des fonds et continuer à aider des parents qui en ont besoin, qui sont en métropole, qui accompagnent leurs enfants, donc qui sont dans la phase d'une opération. Et là, il s'agit de Mathéo, c'est un enfant donc du tampon. Donc, c'est à vous de faire le geste. L'association Urgence Solidarité Réunion donc vous attend. On vous donnera la date de l'action le moment venu. Pour l'instant, ça se prépare et on verra à ce moment-là un petit peu comment on peut continuer à aider ceux qui en ont besoin et ceux qui attendent aussi que la Réunion éclaire un peu leur chemin. Merci à vous, mesdames, pour cette... vous restez avec moi le temps que je termine l'émission. C'est donc Céline Bancalin, donc Échille Georgia Échille, Joanne Échille Ajaguin, donc sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Et on espère suivre aussi ce qui va se passer pour Mathéo comme on l'a fait pour Jayan. Et on va voir, on espère en tout cas qu'on va pouvoir aussi vous annoncer d'autres bonnes nouvelles et dire que cet enfant va lui aussi connaître la vie jusqu'au plus loin et j'allais dire que Dieu ouvre son chemin, mais bon, pour ceux qui croient, on va dire que c'est Dieu, que pour les autres, la vie, en tout cas que la vie éclaire le chemin donc de Mathéo comme de Jayan. Merci mesdames, merci à vous de nous avoir suivis, merci à Lalanne, merci à François pour leur collaboration technique. Moi, je vous dis, portez-vous bien, profitez de la vie, surtout ceux qui sont en bonne santé, et de temps en temps, dites merci à la vie, pensez à ceux qui en ont besoin, portez-vous bien, bonne soirée, à bientôt demain.